c'est quelque chose que parfois les gens savent pas, mais un éthicien ne se positionne pas. Le but de l'éthicien n'est pas de dire ça c'est une bonne action, ça c'est une mauvaise action. Souvent l'éthicien d'ailleurs c'est une personne externe. Ce n'est pas la personne qui doit prendre la décision, parce que si jamais tu prends la décision, évidemment t'es biaisé. Prenons un exemple extrêmement concret, ce qui s'est passé récemment avec Google et Gemini. On a remarqué que notamment les grands générateurs d'images que sont Midjourney ou DALL-E, quand tu leur demandais l'image de a doctor, tu vois, c'est pas genré, c'était toujours un homme, toujours blanc, et souvent avec des lunettes. Why? Me demande pas, il faut te mettre, t'es médecin, tu dois avoir des lunettes, c'est obligé. Le progrès technique, génial. L'IA, génial. Est-ce que c'est pour toutes et tous? Ou est-ce que c'est du progrès technique uniquement pour celles et ceux qui bossent déjà avec de l'IA, qui vont s'enrichir là-dessus, etc. Pour moi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que tu n'as pas de progrès technique sans progrès social. Il y avait une étude il y a un an et demi, où plus de 50% des Américains se considéraient plus inquiets que excités par l'IA. Et donc en moi, tu dis, même les Américains. Les portraits de l'IA avec Leïla et Benoît. Bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue pour ce nouvel épisode des Portraits de l'IA. Aujourd'hui, nous accueillons Louis de Diesbach pour un épisode spécial sur l'IA et l'éthique. Salut Louis. Salut Benoît. Voilà, et comme toujours, Leïla nous accompagne. Bonjour tous les deux. Et à nos auditeurs et à nos auditrices. Évidemment. Alors, je propose qu'on saute directement dans le vif du sujet. Louis, qui es-tu? Vaste question. Je vais essayer de répondre de façon assez courte, assez succincte. Donc, je m'appelle Louis Diesbach, effectivement. J'ai 32 ans et je pense que je me définis toujours par 3 piliers. Premier pilier, je suis papa de 2 enfants et mari d'une femme merveilleuse. Je pense que c'est important, surtout quand on parle d'éthique de l'IA, de se raccrocher à des choses qui sont extrêmement tangibles, comme notamment la famille. C'est hyper cliché de dire ça, je m'en rends compte quand je m'écoute, mais voilà, je pense que c'est important. Deuxième chose, ce que je fais, on va dire, le jour, c'est que je suis consultant, notamment dans la tech au Boston Consulting Group, au BCG. Et ce que je fais la nuit, on va dire ça, ou les week-ends, ou quand j'ai un petit peu de temps libre, je fais de l'éthique de la tech. C'est-à-dire que j'essaie de me pencher sur les différentes questions qu'on peut se poser à travers la tech. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est c'est ce que notre rapport à la tech dit de nous, de notre rapport aux autres et de notre rapport à nous-mêmes. Et ça, je pense, c'est vraiment les questions qui m'intéressent énormément. Et d'où vient cet intérêt prononcé pour ce sujet? Alors, je pense que j'ai toujours voulu faire de la philo. Et donc, je pense que comme beaucoup de gens qui veulent faire de la philo, mes parents étaient pas chauds. Et donc, j'ai fait Solvay. Pour rassurer. C'est pas tout à fait vrai. En vrai, je raconte souvent l'histoire comme ça. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais en vrai, je pense que si j'avais dit à mes parents que je voulais faire de la philo, ils auraient fait une drôle de tête. Mais donc, non. D'abord, j'ai fait des études à Solvay, puis j'ai bossé pendant quelques années dans une petite boîte de conseil. Et en fait, pendant que je travaillais là-bas, j'ai eu l'occasion de faire en parallèle, en fait, un master en éthique et en philo à l'ULB. Et j'ai eu plusieurs professeurs, dont notamment Thomas Berns, qui m'a donné cours d'éthique de l'information et de la communication. Et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai vraiment trouvé que c'était absolument passionnant. Et donc, j'ai décidé vraiment de faire tous mes travaux, tout ce qui était possible là-dessus, pour creuser les philosophes, les différents esprits, les différents penseurs qui ont analysé les questions de la tech, principalement au XXe siècle. Et j'ai aussi fait mon mémoire là-dessus. J'ai voulu vraiment creuser. Ce qui est, en revanche, assez amusant et je pense, entre nous, un peu dramatique, c'est que je pense que 60-70% des étudiants avec qui j'étais étaient aussi intéressés par l'éthique de l'IA et l'éthique de la tech. En revanche, un master en éthique, en fait, c'est très centré éthique fondamentale, enfin théorie de l'éthique fondamentale. C'est très centré bioéthique, c'est un peu centré éthique de l'environnement, mais en fait pas tellement éthique de la tech. Et c'est là que j'ai trouvé que l'offre de cours était un peu en retard par rapport en fait aux enjeux et à ce que je pouvais lire, à ce que je pouvais voir comme documentaire et à ce que je pouvais écouter comme podcast. Je disais mais attends, mais c'est quand même ouf de se dire qu'il y a tout ça qui se passe et les cours que j'ai pour moi répondaient pas en fait aux questions que j'avais envie de me poser. Donc c'est pour ça que après, voilà, j'ai eu mon diplôme, super, je suis éthicien, philosophe, voilà. Et j'ai décidé de continuer à creuser ces questions-là. Et donc c'est à peu près à ce moment-là que j'ai aussi commencé à écrire notamment pour l'Écho et pour la Libre. Et ils ont été sympas, ils m'ont publié 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis donc voilà, on a commencé à continuer à bosser ensemble. Puis j'ai sorti mon premier livre, Laïque à sa servitude. Et en fait, il y a un peu un effet boule de neige, tu vois, c'est que
plus t'as l'occasion de discuter avec des gens, etc., plus toi tu te spécialises aussi, tu commences à lire des trucs pour essayer de quand même pas dire trop des bêtises. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé aussi ici. Je pense qu'en fait on s'est croisés virtuellement. Exactement. Lors d'un événement avec Philippe Dambly qui présentait son livre sur l'IA. Aussi un livre. Et encore un livre sur l'IA, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres. Ce n'est pas un bon moment pour sortir un livre sur l'IA. Que les auditeurs et les auditrices le sachent, ce n'est pas un bon moment pour sortir un livre sur l'IA. Mais effectivement, voilà. Ou c'est peut-être le bon moment. Il y a de plus en plus de personnes intéressées, donc au final, il y a plus de lecteurs. Il y a plus de demandes, mais il y a vraiment beaucoup d'offres en tout cas. Donc c'est voilà, que les gens fassent tu sens le côté Solvay, tu vois. Mais donc, voilà, que les gens fassent leur choix. Et donc voilà, c'est comme ça un peu que tu commences à croiser des gens. Et moi, c'est toujours ce que je dis de façon un peu marrante, c'est que sur LinkedIn, je fais énormément de choix, je trie énormément qui je suis, qui je ne suis pas, parce que sinon, voilà, tu lis un peu trop de trucs. Et en fait, donc, je me suis créé artificiellement une chambre d'écho, dans le sens où vraiment, en fait, je ne vois que des trucs de gens qui sont d'accord avec moi, donc je ne lis que des choses des gens qui font de l'éthique de l'IA à peu près. Et donc, alors ce qui a premier biais, c'est que j'ai l'impression que tout le monde parle d'éthique de l'IA, alors qu'en fait, évidemment, pas du tout. C'est juste que, je dirais, peut-être en Belgique, il y a 100 personnes qui parlent d'éthique de l'IA. Je pense qu'il y en a peut-être 90 que je suis, et je lis leurs trucs. Donc, tu vois, je me dis que tout le monde en parle, alors que c'est pas le cas. Mais voilà, je pense qu'il y a en tout cas beaucoup de choses à faire en Belgique. C'est pour ça que j'étais hyper enthousiaste sur votre podcast quand vous l'avez lancé, parce que je me dis, ok, cool. En Belgique francophone, il n'y a pas grand chose. En IA et même at large, en éthique de l'IA. Et donc voilà, je me suis dit, c'est parti, trop chouette de pouvoir participer aussi. Et donc, je suis hyper content d'être là. Eh ben, merci. C'est une longue réponse pour une petite question, mais voilà, c'est pas. Et moi, une question de philosophe. Une réponse de philosophe, en tout cas, malheureusement. Moi, j'ai une question sur ce que tu parles du fait qu'il n'y avait pas encore d'offre de cours spécifiques à l'époque. On parle de quand? C'est quoi? C'est à 5 ans, 10 ans? Ah, si seulement. Non, c'est en 2020, 2021. Ah oui, ok. Donc d'accord. C'est vraiment récent en fait. Okay. Donc moi, pour te redonner les dates, moi je suis sorti de Solvay en 2016. Je commençais à bosser et donc j'ai fait mon master sur 3 ans de 2020 à 2022. Ah oui. Ok. Oui, donc je fais partie de ces étudiants en fait qui ont bénéficié du Covid. Parce que justement, comme je bossais en même temps, c'était un peu galère. Enfin, on a eu le premier enfant en plus à ce moment-là, donc c'est vraiment super alignement. Mais donc voilà, j'ai un peu bénéficié de pouvoir faire plus de cours à distance que d'autres étudiants. J'ai étalé le master en 3 ans au lieu de 2. Mais donc non, c'était très récent et soyez passant, aux dernières nouvelles, l'offre de cours n'a pas tellement changé. Et je blâme pas l'ULB. Enfin moi j'ai fait mes études à l'ULB, mais à l'UCL c'est pareil, à Liège c'est pareil. Et voilà, la KUL est un petit peu plus en avance, je pense, en Belgique en termes d'éthique de l'IA avec certains. Je pense à Nathalie Smua notamment qui mène beaucoup de choses avec énormément de talent là-bas, ou à l'Aude Landswerk aussi qui fait des choses vraiment très chouettes. Mais en règle générale, voilà, moi il y a plusieurs gens qui me disent mais attends Louis, est-ce que tu serais pas mieux à Londres ou à Paris? Effectivement, quand tu regardes à Paris, des gens dans tous les sens, il y a effectivement énormément de débats là-dessus et je pense que c'est des choses qu'on pourrait faire mieux en tout cas. Ok. Rentrons un peu dans le vif du sujet maintenant, mais voilà. Qu'est-ce que c'est que l'éthique de la tech? Ça consiste en quoi? Et non, je reviendrai après sur la question du pourquoi est-ce aussi important aussi dans la tech et aussi dans l'intelligence artificielle. Alors, je vais juste démarrer un tout petit peu avant. Donc, c'est quoi l'éthique? Après, on rentrera sur l'éthique de la tech, mais c'est quoi l'éthique? Donc, l'éthique, on peut diviser en deux parties. Une sorte d'éthique qu'on appellerait l'éthique normative et puis l'éthique appliquée. L'éthique normative, pour la faire vraiment large, on pourrait répondre en 2 heures à cette question. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire court. Les puristes m'excuseront. Mais donc, l'éthique normative, c'est une sorte d'éthique qui déterminerait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. En gros, voilà, c'est ce que beaucoup de gens comparent à la morale. Voilà, c'est quoi le bien, le mal. L'éthique appliquée, c'est d'essayer, en utilisant le cadre qui est donné par ces normes, de réfléchir, dans des applications concrètes, voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc. En sachant que c'est quelque chose que parfois les gens ne savent pas, mais un éthicien ne se positionne pas. Le but de l'éthicien n'est pas de dire ça c'est une bonne action, ça c'est une mauvaise action. Souvent l'éthicien d'ailleurs c'est une personne externe. Ce n'est pas la personne qui doit prendre la décision, parce que si jamais tu prends la décision, évidemment t'es biaisé. Et donc c'est déjà un premier biais. Donc pour éviter ce biais-là, prends quelqu'un qui est externe. Donc l'éthicien c'est un peu son boulot, c'est de venir et qui est de dire voilà. Vous avez tel type de règles en place dans votre entreprise, mais parce que là, je parle plus d'éthique de la tech à ce moment-là, mais ça peut être dans d'autres choses. Vous avez envie de respecter ces règles. Voilà les grandes règles éthiques, les grands cadres éthiques qui existent. Il y a l'utilitarisme, il y a la déontologie kantienne, il y a l'éthique de la vertu, qui sont différents types d'éthiques. Je reviendrai dessus dans une seconde. Voilà.
selon tout ça, voilà comment est-ce que tu pourrais justifier telle ou telle action. Et est-ce que telle ou telle action se justifie? Je vais prendre un exemple concret parce que ça a un peu plus parlé. Tu vois, si jamais on va prendre un exemple vraiment très clivant comme ça parle très vite à tout le monde. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est celui de la torture entre deux grandes éthiques qui seraient l'utilitarisme, qui en gros on peut résumer en le plus grand bonheur du plus grand nombre. Une action est dite bonne si elle bénéficie, si elle, en gros elle produit plus de bien qu'elle ne fait de mal. Et la déontologie kantienne qui est juste en gros il y a des choses que tu dois faire, des choses que tu dois pas faire. C'est également une éthique dite du devoir. Bon l'utilitarisme, la torture, évidemment c'est oui. Tu vois, si jamais tu peux, j'en sais rien moi, sauver 1000 personnes parce que tu tortures une personne, dans cette éthique-là, évidemment, tu peux. Et donc, l'éthicien appliqué viendra te dire, dans les règles qui existent, etc., tu peux justifier la torture par tel type de règles, tel type de framework, etc. La déontologie kantienne, on ne traite jamais une personne uniquement comme un moyen. On doit toujours la traiter en même temps comme une fin. Et donc, suivant ça, tu ne peux pas torturer quelqu'un parce que tu ne respecterais pas la personne et la dignité de la personne en elle-même. Tu l'utiliserais que comme un moyen, et donc jamais on torture quelqu'un. Et donc, là, même si c'est pour sauver 1000 personnes, 2000 personnes, 20 000 personnes, 1 million de personnes, on ne torture pas, point. Et donc, selon un peu les cadres que toi tu veux respecter, l'éthique normative que tu t'es fixée, à ce moment-là, voilà ce que tu peux suivre, voilà ce que tu peux pas suivre, etc. Et donc, l'éthique, à la base, ce n'est que ça. C'est pas beaucoup plus que ça, que juste de comprendre, d'agencer des arguments, des justifications à certaines actions, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être bien, qu'est-ce qui peut être mal, selon les règles de chacun et chacune. Et donc, de nouveau, l'éthicien ne vient pas t'expliquer, voilà le cadre de valeur que tu dois avoir. L'éthicien peut avoir son propre cadre de valeur, mais ça, c'est en tant que personne, c'est pas en tant qu'éthicien. Et donc, pour moi, c'est un peu cette grosse différence. Et en revanche, est-ce qu'il y a une éthique de la tech? Oui et non. Oui, parce que il y a des règles spécifiques au monde de la tech, il y a des valeurs spécifiques au monde de la tech, il y a des problèmes spécifiques au monde de la tech. En revanche, le travail en lui-même reste le même. C'est-à-dire l'éthique normative à la base, c'est-à-dire quelles sont les valeurs en lesquelles tu crois, ça, elle change pas. Que ce soit de la bioéthique, de l'éthique environnementale, de l'éthique de la tech. Pour ça, je dirais ça, pour moi, c'est censé rester pareil. Donc voilà, l'éthique, moi, je pense qu'un très bon exemple de comment est-ce qu'on peut faire de l'éthique de la tech, c'est d'avoir des comités d'éthique, donc des gens externes, qui sont au courant de certaines valeurs qu'il faut respecter, qui disent voilà, selon ces valeurs-là, voilà l'action à mener, voilà l'action à prendre, et voilà pourquoi est-ce qu'on la prendrait et comment est-ce qu'on pourrait la justifier. Ça, c'est, en gros, l'éthique de la tech, comment ça marche et comment ça peut marcher. Tu peux donner un exemple concret sur un projet ou pour un type d'entreprise? Je sais pas si tu en as en tête comme ça, hein, mais en fait, il y a plein de projets. Pour moi, alors moi, je suis un grand partisan de ce qu'on appelle l'ethics by design, donc c'est-à-dire d'essayer d'incorporer l'éthique dès le début de la conception d'un projet et pas par la suite. Mais si on rentre dans une des grosses questions qui se posent souvent, c'est par exemple l'utilisation des données des utilisateurs. Voilà. C'est une question. Et donc toi, tu es, je sais pas moi, product manager, tu es en train de construire un produit, tu travailles avec des devs, etc. Et une équipe, on te demande de faire ça, et puis d'un seul coup, tu dis, mais en fait, ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Tu rapportes un peu, voilà, dans tes rapports, tu dis, on va collecter ces données-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors déjà, ces données-là, c'est quoi? Est-ce que c'est uniquement les données dont tu as besoin? Ou bien parfois, on réalise souvent que tu peux demander à la personne son nom, son âge, sa date de naissance, et tu vas dire, tiens, je vais aussi lui demander son genre. T'en as pas besoin pour le fonctionnement de l'application, mais bon, c'est toujours des données en plus. Ça, est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK de faire ça? C'est une première chose. Première question, est-ce que tu peux demander plus d'infos que ce dont tu as directement besoin? C'est une première question. Et ça, techniquement, alors bon, tu me diras maintenant avec le GDPR, on commence à fixer ça beaucoup beaucoup plus, mais à la base, c'est des questions où on se dit écoute, un max de données mieux c'est, tu vois, plus on a de données mieux c'est. Donc, c'était des questions éthiques qui se posent, c'est est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est OK de faire ça, etc. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est OK, une fois que tu as les données X ou Y, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu les utilises uniquement pour l'application ou pas? Et donc, tu vois, toutes ces questions-là, c'est des questions où toi, en tant que product manager, c'est pas vraiment ta responsabilité de répondre à ça. On t'a demandé de définir un produit. Voilà, tu remarques que tu récupères des données. Qu'est-ce que tu vas faire de ces données, etc. Pour moi, c'est pas des questions. C'est pas à toi de répondre à ça. Plus généralement, un product manager, il est pas forcément formé à l'éthique, à la philosophie. C'est pas forcément son rôle à lui ou à elle. Pour moi, c'est vraiment sa responsabilité de remonter le point et ensuite espérer qu'il y ait au sein de l'entreprise la gouvernance appropriée pour dire cette question-là, c'est une grosse question, qu'est-ce qu'on en fait?
Et si jamais t'as juste un CEO qui dit bon bah voilà, mettre des puces dans la tête des gens, c'est une bonne idée, on y va. Bon bah tu peux faire tous les comités d'éthique que tu veux. Si jamais c'est des comités d'éthique de la boîte, si jamais la vision du CEO ou de la CEO c'est on va mettre des puces dans la tête des gens. Bon bah si jamais on te dit quoi qu'il faut, il faut justifier ça. Tu peux avoir un comité d'éthique comme tu veux. Malheureusement, ça servira pas à grand chose. Mais on utilise actuellement, et à travers d'ailleurs le GDPR, c'est le principe de minimaliste de Exactement, l'utilisation de données. Tout à fait, tout à fait. Et ce que je disais, toi, c'est avec le GDPR, maintenant il y a des choses que tu peux plus faire. Après, moi, je fais un peu toujours la grosse différence pour moi, c'est que l'éthique, tu vois, qu'est-ce qui est, pour moi, je dirais la première barrière éthique, entre guillemets, le premier truc que tu dois respecter, c'est la loi. Tu vois, moi, je pars du principe que généralement, dans une démocratie qui fonctionne bien, etc. Voilà, je suis pas ici pour faire de la politique, mais on va partir du principe que on est dans un État qui fonctionne, etc. La première barrière, entre guillemets, éthique, c'est que tu respectes la loi. Tu vois, ça, c'est un premier truc. D'où, ça, c'est un peu mon propos, le fait que je pense que, moi, je crois beaucoup dans le régulateur. Et le fait que, notamment, tu vois, il va pousser certains textes, certaines régulations pour permettre, notamment, aux entreprises qui, potentiellement, ne voudraient pas faire d'éthique, de plus trop avoir le choix. Et donc c'est malheureusement une sorte, c'est les bases de l'éthique, mais au moins là t'es un peu obligé de respecter ça, puisque maintenant ça va être imposé par le régulateur. Donc ça, moi je pense que c'est pas si mal finalement. Ça peut être quand même assez intéressant. Et puis après, au-dessus de ça, t'as, je dirais, différents principes, le respect des droits fondamentaux, la transparence, l'explicabilité, la diversité. Donc t'as un peu toutes les questions de biais qui vont venir se poser, etc., qui sont pas directement tu vois, aujourd'hui, la loi ne te dit pas ton jeu de données doit être représentatif de la population. Et entre guillemets, heureusement que la loi dit pas ça, parce que sinon, t'es très, très, très mal barré. Donc, ça risque d'être très, très, très compliqué. En revanche, derrière, tu peux faire des choix. Prendre un exemple extrêmement concret, ce qui s'est passé récemment avec Google et Gemini. Tu vois, donc, on a remarqué que notamment les grands générateurs d'images que sont Midjourney ou DALL-E, quand tu leur demandais l'image de un docteur, enfin plutôt en anglais ça marche mieux, c'est a doctor, tu vois, c'est pas genré, c'était toujours un homme, blanc, toujours blanc, ouais. Et souvent avec des lunettes. Why? Me demande pas, il faut voilà, t'es médecin, tu dois avoir des lunettes, c'est obligé. Tu demandais a nurse, donc un infirmier et une infirmière, évidemment c'était toujours une femme, et généralement plutôt sexy. Aucun rapport, tu vois, c'est pas du tout une job description, et pourtant les images qu'on sortait c'était assez souvent ça. Et donc Google s'est dit, voilà, on a beaucoup tapé dans la presse sur OpenAI, etc., parce qu'ils étaient incapables d'être diverse, on va faire l'opposé. Ils ont retiré leur modèle, je pense, non? Alors maintenant, entre-temps, ils ont retiré, effectivement. Le backlash a été terrible. Ils ont dit, OK, on va débiaiser à fond dans l'autre sens. Et donc, maintenant, à tel point que, et effectivement, c'était un problème, tu demandais l'image d'un soldat nazi, t'avais des soldats noirs. Et effectivement, quand tu sais ce que les nazis faisaient aux noirs, c'était quand même border. Même si, entre parenthèses, il y avait des bataillons de soldats noirs dans les régimes nazis, mais voilà, c'est vraiment très très minimaliste. Donc effectivement, c'est un problème. Tu vois, il demandait une image des pères fondateurs des États-Unis. Tu avais des Amérindiens, etc., et des personnes de couleur. Et t'es en mode, bah non, pas du tout. Les founding fathers des États-Unis, c'est George Washington, etc., etc. On dit qu'ils étaient tous très 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 blancs. Donc tu dis bon, dans l'autre sens, ça va pas. Alors moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que et moi, je trouve que ça en dit beaucoup sur la société. Et ça, c'est peut-être plus la partie philosophe de la tech, la partie éthicien de la tech, si on veut vraiment faire jouer sur les mots. Mais c'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens gueulent quand, d'un seul coup, au lieu d'avoir des hommes blancs, on a des hommes de couleur, alors que ça fait des années que les modèles de la tech sont ultra biaisés, en gros, en faveur des hommes blancs et, je dirais, du modèle occidental, que là, personne ne dit rien. Tu vois? Parce que, grosso modo, pour la faire simple, un modèle nazi, un modèle de LLM qui te sort un soldat nazi noir ou un modèle qui te sort 100% des médecins qui sont des hommes blancs, c'est le même problème. Oui, c'est le même problème. Exactement. Néanmoins, évidemment, il y en a un dont on parle beaucoup plus et qui met beaucoup plus de gens mal à l'aise. Alors qu'en fait, c'est juste vraiment mettre le doigt là-dessus. Moi, je pense que c'est le plus grand bénéfice de la énième boulette de Google dans sa course à l'IA, c'est d'avoir quand même néanmoins rappelé à tout le monde que ça, c'est un vrai problème et qu'est-ce qu'on en fait. Et donc moi, tu vois, c'est ce que je te disais au début, c'est ce qui m'intéresse avec ça, c'est qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que notre rapport à la tech dit de nous, de notre rapport à autrui et finalement en fait de notre rapport à nous-mêmes et donc de ce qu'on se dit par rapport à notre société. Oui, c'est les biais dans tous les cas, les biais ce sont des reflets de la société à chaque fois. Oui. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Donc la réponse courte, c'est oui. C'est des reflets de la société. Après, c'est pas forcément les reflets de la société, ça peut aussi être les reflets d'une partie de la société.
Tu vois, genre. De la majorité, en tout Voilà. cas. De la majorité. Mais le truc, c'est que t'as quand même un peu un côté winner takes all. Tu vois. Est-ce que, en Belgique, une majorité des médecins sont probablement des hommes blancs? Oui, c'est probable. Voilà. En tout cas, si tu m'expliques ça, je trouverais pas ça fou. En revanche, donc c'est un biais qui existe, c'est un biais de la société. Néanmoins, ça veut pas dire que toutes les images de médecins qui sortent doivent être des hommes blancs. Et donc, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention. Je suis très prudent sur les mots là-dessus parce que je voudrais pas que ensuite des gens se servent de ça pour dire, bah voilà, écoutez, oui, certes, mais la société est biaisée et c'est une bonne chose parce qu'elle est diverse, donc il y a plein de choses dans la société. Du coup, c'est normal que les modèles soient biaisés. Je pense que c'est un raccourci qui est dangereux. Par contre, tu te soulèves une question qui est quand même importante, c'est tu peux te rendre compte qu'il y a des biais, mais c'est quoi tes critères pour évaluer qu'il y en a, tu vois? Pour moi, tu dois jamais évaluer tout seul. Pour moi, tu dois jamais évaluer tout seul. Alors, il y a des études qui ont été menées pour dire, tu vois, si jamais, je sais pas, aujourd'hui, tu fais un algo, tu vois, il y avait eu le scandale un peu de l'algo du traitement de CV d'Amazon. Et tu vois, tu fais un algo pour, je sais pas, recruter un data engineer. Bon, la probabilité que t'aies beaucoup de mecs, elle est non nulle. Je veux dire, elle est quand même assez importante. Je veux dire, malheureusement, on le sait, le monde de la tech est biaisé, la représentation féminine est féminine et and else. Je veux dire, les personnes de couleur, les personnes qui sont pas forcément d'origine socio-professionnelle importante, ça, c'est un problème dans le monde de la tech au sens large. Néanmoins, si ton modèle ne te sort que des hommes, tu peux te poser une question. Ça, c'est un premier truc. Et après, dans l'autre sens, tu peux aussi toi-même te dire, bon, bah, mon modèle, il m'a sorti ça, très bien. Ben maintenant, moi, je vais aller chercher des personnes de couleur, des personnes qui viennent d'autres origines, des personnes des femmes, et donc ça va être ton boulot, tu vois. Typiquement, je peux prendre un exemple parce que c'est un truc dont je suis relativement fier. BCG travaille énormément sur le fait qu'on recrute 50% hommes-femmes. Pourtant, je peux te garantir que là où on recrute, c'est-à-dire en gros les écoles de commerce, les écoles d'ingé, la proportion, alors école de commerce c'est peut-être du 50-50, école d'ingé, je te garantis que c'est pas du tout du 50-50 hommes-femmes. Et pourtant, on va faire ce qu'il faut. Et donc, quand je dis on va faire ce qu'il faut, ça veut pas dire on baisse la barre, on met la barre moins haut pour les femmes. Loin de là. C'était tout à fait, c'est plutôt de dire, bon, bah, comment est-ce qu'on va faire pour augmenter, en fait, le flux entrant? Qu'on ait plus de CV féminins. Et donc ça, en revanche, c'était un choix qui n'est pas technologique. Ça n'a aucun rapport avec la tech, etc. C'est juste de se dire, bon, bah, voilà, on va juste se débrouiller pour qu'il y ait plus de personnes qui postulent. Plus de femmes qui postulent. Justement, c'était ma dernière question, et voilà que tu amènes déjà au tout début. Donc je vais profiter pour sauter alors sur cette question-là. J'ai deux questions par rapport justement au gender, au genre dans la tech. La première question que tu as soulevée, c'est qu'effectivement, voilà, généralement les boîtes tech, qu'est-ce qu'elles disent, pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à recruter des femmes, hein? Elles disent souvent, ouais, mais c'est normal, c'est déjà le funnel, il est déjà peu élevé. Et aucune femme, on n'a aucun CV de femme chez nous, donc voilà, c'est normal qu'on ne recrute que des hommes. Donc alors alors j'allais répondre à un truc hyper dur. C'est une réponse de lâche. Je vais juste revenir un tout petit peu là parce que c'est un peu trop trash. Mais je pense que c'est la réponse facile. C'est en fait, t'es face à un problème et la réponse facile, c'est de dire ah bah c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que effectivement, et ça c'est vrai, le funnel est voilà, tu veux recruter des femmes qui sont data engineers, c'est moins évident. Et donc, effectivement, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Ben, pour moi, il y a deux choses. Soit tu te débrouilles pour que le funnel soit plus important. Et donc ça, c'est un effort de long terme. Donc, tu veux dire d'aller bosser. Promouvoir les études STEM auprès Exactement. des femmes, etc. Ça veut dire de bosser avec les écoles, ça veut dire de bosser avec les pouvoirs publics pour dire, OK, comment est-ce qu'on fait? C'est une vraie question. De toute façon, on remarque quand même que les équipes, notamment de tech, où il y a des femmes, fonctionnent mieux que les équipes où il y a que des hommes. Donc c'est aussi un enjeu de performance pour les boîtes. Bon, ben voilà. Mais ça implique investir de l'argent, c'est sur du long terme, ça va être compliqué. Mais voilà, si jamais tu crois vraiment et tu fais pas ce qu'on appelle de l'ethics washing, c'est-à-dire en gros de dire ouais mais bien sûr c'est hyper important pour nous alors qu'en fait un petit peu de marketing, le 8 mars quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Le 8 mars t'as dit c'est la journée de la femme et puis l'autre jour en fait rien à péter. Donc ça pour moi c'est un problème, mais ça vaut pour plein de trucs, hein. Ça vaut pour Pride Week, ça vaut pour plein de choses. Mais donc voilà, donc qu'est-ce que tu fais? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Et après, alors ça c'est toujours une question qui biaise énormément. J'ai eu l'occasion d'écouter justement le podcast Trench Tech où ils avaient invité Chloé Hermary, qui est la fondatrice de l'ADA Tech School en France.
Et en fait, il y a la question des quotas. Et alors, la question des quotas, tout le monde dit non, mais non, si jamais tu mets des quotas, ça veut dire qu'il y aurait des hommes qui pourraient rentrer, etc. Mais en fait, ils prendront une femme à la place. Eh ben, moi, je pense qu'à la base, j'étais hyper contre les quotas. Et puis ensuite, j'ai écouté Chloé et Marie parler. Je me suis dit, c'est hyper smart. Et en fait, c'est juste qu'il y a un moment où... Il n'y a plus le choix. Mais, alors, même au-delà du fait que t'as pas le choix, c'est juste que t'es une femme, t'as 18 ans, tu te demandes qu'est-ce que t'as envie de faire de ta vie, tu regardes des rôles modèles, si jamais tu vois que des mecs, évidemment que tu te dis pas c'est fait pour moi, consciemment ou inconsciemment, c'est un problème. Et donc pour moi, il faut créer des rôles modèles, et je pense que d'ailleurs que les femmes dans la tech, malheureusement qu'elles le veuillent ou non, sont des rôles modèles et elles doivent être conscientes de cette responsabilité qu'elles ont, de dire voilà, on va pouvoir embarquer avec nous d'autres personnes pour dire évidemment que une ingénieure ou un ingénieur, en fait, c'est le même skill set. Point barre. Et une entreprise, c'est ça qu'elle va chercher. Et donc ça, moi, je pense que c'est vraiment hyper important, c'est de dire, ok, très bien, mettons des quotas. Et donc ça veut potentiellement dire travailler plus. Si jamais t'es une entreprise, j'en sais rien, tu te dis, voilà, pour début septembre, on veut recruter 20 young graduates. Voilà, 10 garçons, 10 filles. Super. Bon, tu commences début janvier. Mi-février, t'as recruté tes 10 mecs, t'as recruté une fille. C'est pas très compliqué, ça veut dire que t'as jusqu'à septembre pour recruter 9 filles, 0 mecs. C'est pas très compliqué. Et est-ce que ça veut dire non, mais est-ce qu'il y aurait pas un mec bien qu'on aurait... Si, peut-être. Et en même temps, voilà, il avait qu'à... Il y aura une fille bien aussi. Voilà, soit être là plus tôt, soit machin, etc. Parce qu'en fait, là, maintenant, on a dit qu'on voulait ça, et en tant que mec, il avait qu'à être là plus tôt, ou l'équipe de recrutement avait qu'à le spotter plus tôt, ça. J'en sais rien. Mais j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement injuste de dire, ok, on va prendre 20 places, voilà, 10 hommes, 10 femmes. Et il y a un moment où les boîtes elles-mêmes vont se rendre compte, elles ont recruté 6 sur les 10 filles, elles en voulaient 10, elles ont recruté 6. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elles voudront? Elles vont dire, en fait, ça devient compliqué, là, pour les 4 restantes. Super. Et à ce moment-là, on en revient sur mon travail de long terme. C'est-à-dire aller en réto, aller expliquer aux filles que, bien sûr, elles peuvent aller, effectivement, STEM at large, donc sciences, technologies, engineering and mathematics. Voilà, de leur dire, parfois arts. évidemment. Et ouais, mais voilà, pour moi, tout, je pense que j'aimerais trop qu'on ait du 50-50 dans toutes les études. Et sur les passants, je crois que ce serait très bien qu'il y ait plus de mecs dans certaines études qui sont dites de filles. Que ce soit plus la communication, même le droit, je crois qu'en droit il y a plus de filles que de... Enfin voilà, moi je pense que je trouverais ça super que tu supprimes un peu et là on sort de l'éthique de la tech à proprement parler, mais que tu supprimes tout biais de genre quelconque et que juste les gens fassent ce qui les font kiffer, quoi. Et on devrait commencer d'ailleurs aussi par ce podcast, par avoir une meilleure parité. Alors, Léla, t'es chaque fois là évidemment, mais c'est vrai que dans les invités, non, c'est un vrai sujet en fait. C'est vrai. On en a une petite dizaine et je pense qu'au niveau des femmes, on en a eu une. Oui. Émilie, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Donc c'est une attention parce que. Alors n'hésitez pas, moi j'ai plein de noms à proposer. Ah mais c'est bon, voilà, on va en discuter après. N'hésitez pas, parce que effectivement, et tu vois, c'est un peu il y a un mouvement comme ça qui est né en France, qui vient aussi en Belgique, qui s'appelle Jamais sans elle. C'est dire que voilà, en tant que conférencier, tu viens pas si jamais il y a pas au moins une femme dans le plateau, et pas une femme qui est là juste pour décorer et pour dire qu'il y a une femme qui a aussi plein de trucs à dire, et Dieu sait qu'il y en a. Et donc voilà, moi je pense que c'est un effort collectif. Donc voilà, si mais en tout cas vous vous dites, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui a des idées de femmes brillantes dans la tech à nous conseiller? Il y en a plein, j'en ai plein. N'hésitez pas. Eh ben ça c'est vraiment super parce que c'est quelque chose évidemment qui m'interpelle, hein. Bah oui. Étant moi-même une femme et étant aussi particulièrement impliquée dans tout ce qui est woman in tech. Et alors je voulais en même temps rebondir aussi sur cette question, hein, de genre, parce que voilà, j'ai regardé, hein, comme tout le monde, la journée du 8 mars là, hein, où ça pullulait de post-marketing sur mais oui, on va faire un truc pour les femmes, mais oui, bravo à toutes les femmes, hein. Et j'ai été très surprise évidemment par ton post sur LinkedIn. Je l'ai trouvé assez sincère, ce qui est Essaye. Et voilà, donc je voulais te... Est-ce que tu peux en parler peut-être ou l'expliquer pour les auditeurs? Mais donc Louis mentionnait un peu quelles étaient les actions qui seraient destinées justement à promouvoir, hein, plus que promouvoir même, hein, vraiment essayer d'avoir plus de femmes dans le milieu de la tech, et il proposait donc des actions sur le sujet. Il en dira un mot s'il le souhaite, mais je voulais rebondir là-dessus parce que généralement, enfin moi je viens d'une génération qui est un peu plus âgée que la tienne, et donc dans la génération même qui est au-dessus de moi, donc ce qu'on appelle
les boomers, hein, donc clairement, ce sont pas des gens qui sont attachés au féminisme, hein, donc voilà, eux ils le disent clairement. Bon, non, ton histoire de féminisme, on s'en fout, hein. Alors les gens de ma génération à moi, c'est plutôt compétences égales d'abord, hein, mais on va regarder d'abord les compétences, après on verra. Et je suis assez étonnée que la génération, on va dire, des 30 ans est beaucoup plus ouverte à cette notion-là. Et voilà, je voulais simplement souligner ça et que je trouve ça vraiment intéressant de cette génération-là, de la trentaine, on va dire, hein, qui a été éveillée à ce concept-là. Et voilà, je trouve que c'est de bon augure pour le futur. Ouais, peut-être deux retours comme ça là à chaud. Alors je pense qu'on a peut-être une génération éveillée, mais qui mériterait sûrement d'être beaucoup plus réveillée. Je pense que voilà, mine de rien, dans ma génération, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ça. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis et des amis hyper éveillés qui m'ont mis les 2-3 baffes dont j'avais besoin à la base. Et moi, je dis souvent, je m'appelle Louis de Diesbach. Je suis vraiment un petit garçon blanc, jamais eu faim, jamais eu froid, jamais eu soif, jamais eu de problème. Enfin, j'ai fait mes études à Solvay. J'ai eu la chance aussi d'avoir été parfois confronté à ces trucs-là et des gens qui m'ont juste rappelé que j'étais un mec hyper privilégié et ce que je suis vraiment à tellement de niveaux. Tu vois, rien que le fait d'avoir pu faire mes études de philo en parallèle du taf. Voilà, ça veut pas dire que j'ai pas bossé, mais ça veut dire que honnêtement, il y a quand même beaucoup de gens qui n'auraient pas cette chance. Donc, je pense que c'est quand même un premier truc. Après, si jamais on se recentre plus sur le monde de la tech, moi, tu vois, sur le recrutement, tu vois, compétences égales, machin, etc. J'avais fait un chouette papier avec Georges Ataya dans l'Écho sur le recrutement, notamment dans le monde de la tech et notamment dans la cyber. Moi, je pars du principe que vraiment, dans un monde qui va si vite, recruter quelqu'un uniquement pour ses compétences, franchement, je vais pas dire ça sert à rien parce que c'est exagéré, mais vraiment ça va aller si vite que je préfère quelqu'un qui a les bonnes attitudes, le bon mindset, et ça en revanche vraiment, mais t'as même pas forcément besoin de prendre un informaticien. Mais c'est quelqu'un qui est désireux d'apprendre, honnêtement, désireux ou désireuse évidemment, bah en fait ça ira très vite. Je veux dire, donc et surtout pour les jeunes diplômés, et vraiment je l'ai vu parce que j'ai recruté pas mal de gens moi dans ma précédente boîte. Avec toute l'affection que j'ai pour les personnes qui sont pour le moment en Master 2 et qui nous écoutent, et j'étais moi-même un jour en Master 2, vraiment, vous savez rien de ce qui vous attend. Et c'est pas grave, ce qui est chouette, c'est que vous soyez très motivé et que vous ayez envie de le faire, mais vraiment, vous savez rien du tout. Et donc, quand je vois des entreprises qui soit targetent juste uniquement certaines écoles spécifiques ou certains trucs, etc., je me dis que c'est pas toujours forcément la bonne approche, en tout cas en termes de diversité. Et donc vraiment, que c'est pareil pour les hommes et les femmes. Les gens qui disent on veut que des ingénieurs, je pense pas. Et je pense que même pour faire de l'IT, je suis pas certain que ce soit absolument nécessaire. Oui, peut-être que ça va aider, peut-être que le ramp-up, les 6 premiers mois vont être plus évidents, etc. Mais il y a énormément de programmes aujourd'hui, je pense, tu vois, des écoles comme Le Wagon, comme 19 ou comme Bicode ou comme Molen Geek, qui font des trucs hyper cool et qui montrent quand même, franchement, l'informatique, si jamais t'as vraiment envie de te bouger, et que c'est un domaine qui t'intéresse, l'IT, franchement, ça peut s'apprendre en quelques semaines. Alors, tu vas sûrement pas être généraliste et tu pourras peut-être pas sauter aussi facilement de certains domaines d'infra à d'autres, etc. Peut-être que tu auras été formé pour faire que du Windows et d'un seul coup, un truc Linux et tu sais plutôt trop d'où ça... Ok, mais il n'empêche que c'est faisable. Donc, je pense que moi, je préfère vraiment remettre ça du côté des entreprises. Si vous voulez recruter, pour reprendre l'exemple là, mais ça vaut pour beaucoup d'autres minorités, je le disais, mais vous voulez recruter des femmes, c'est pas difficile. Il faut juste un petit peu changer ses manières de faire. Et tu vois, j'en reviens exactement, et même, tu vois ce que je disais au début. Pour moi, si jamais tu veux faire de l'éthique dans une boîte, de la tech ou pas de la tech, ça va, entre autres, un des trucs que tu vas mettre en place, c'est une nouvelle gouvernance, c'est de nouveaux process. Et notamment, donc, des nouveaux KPI. Et de nouveau, c'est toujours un peu cette question. Qu'est-ce que tu fais quand un KPI, il est pas respecté? Est-ce que tu dis, ah, bah, c'est dommage, on a recruté que 22% de meufs cette année? Ah ouais. Et combien? Ah, bah, du coup, 78% de mecs. Ah, bon. Ah bah on fera mieux l'année prochaine, hein. Bon bah effectivement, si jamais tu fais ça, qu'est-ce que tu veux? Mais de nouveau, c'est pas la faute des recruteurs et recruteuses, c'est pas la faute des candidats et des candidates, c'est pas la faute du management, c'est aussi une question de culture d'entreprise. Et donc l'éthique, et là au-delà de la tech, c'est une sorte d'éthique des affaires, etc. C'est une question de gouvernance, c'est une question de processus, c'est une question de culture d'entreprise. Est-ce que ça vient du top, est-ce que ça vient pas du top, est-ce que ça vient juste des employés? Enfin, là malheureusement, je enfonce un peu des portes ouvertes, hein, mais c'est aussi et beaucoup ça. Ben merci, hein, on a fait une grande digression. Hein. C'était ma dernière question, mais voilà, je vais revenir. Je vais revenir sur le content. Hein.
Alors, donc maintenant, donc on revient un peu sur l'éthique. Et quels sont les principaux défis éthiques pour toi auxquels nous sommes confrontés avec le développement de l'intelligence artificielle? Alors, on a beaucoup parlé de biais, donc je vais pas trop parler de tout ce qui est, je dirais au sens large diversité, même si pour moi c'est une des grosses questions. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup avec l'IA, c'est sa dimension politique. Alors, il y a la question géopolitique. Là, je vous invite plutôt à aller lire les ouvrages d'Asma Mala et David Colon. Voilà, ça c'est plutôt leur truc. La géopolitique de la tech et comment ça s'appelle. Mais ah oui, c'est intéressant. La technopolitique, Asma, le bouquin d'Asma et vraiment intéressant. ou La guerre de l'information de David. Vraiment deux bouquins hyper intéressants. Mais donc d'un point de vue politique, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va dire de nous, l'IA. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de nous aussi en tant que société. Ok, le progrès technique, génial. L'IA, génial. Est-ce que c'est pour toutes et tous? Ou est-ce que c'est du progrès technique uniquement pour celles et ceux qui bossent déjà avec de l'IA, qui vont s'enrichir là-dessus, etc. Donc, pour moi, et c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que tu n'as pas de progrès technique sans progrès social. Sinon, c'est juste de l'innovation. Et je fais un peu la grosse différence entre ces deux termes. C'est que l'innovation, c'est super, on a, je sais rien, moi, des voitures qui vont plus vite. Ok, c'est une innovation. Ça n'était pas là avant. Est-ce que c'est un progrès? Eh ben, tu vois, si jamais ces voitures ne sont pas accessibles à toutes et tous, si ces voitures polluent 15 fois plus que les voitures précédentes, si ces voitures sont faites avec des métaux rares qui sont extraits par des enfants dans je sais pas quelle région en voie de développement, bon, bah, je ne suis pas certain qu'on puisse appeler ça du progrès. Tu vois. Et donc ça, moi, c'est cette dynamique-là de la tech et qui, en fait, du coup, il y a un bouquin qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle L'intelligence artificielle n'est pas une question technologique. Eh bien, je pense que vraiment, ça ne pourrait pas être mieux posé que ça. Je pense que l'IA, c'est une question économique. Je pense que c'est une question politique et géopolitique, comme je le disais. Une question environnementale. Il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Il y a une question évidemment de droits humains. Il y a une question anthropologique. On pourra revenir dessus parce que j'ai fait un bouquin là-dessus aussi. C'est une question, du coup, finalement, idéologique. On va reprendre, tu vois, un exemple très concret dans les entreprises. Tu es une grosse boîte du bel vin et t'as mis en place, j'en sais rien moi, un super chatbot GenAI, poussé soit avec ChatGPT ou Claude ou ce que tu veux, et ça fait que tu peux diviser ton customer service par 2. T'as 20 personnes aujourd'hui, et ça pourrait fonctionner qu'avec 10. Voilà, ça c'est les faits. Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que 1, tu décides de licencier 10 personnes? Est-ce que 2, tu décides que toutes ces personnes sont payées autant, mais ont le droit de travailler 2 fois moins? Est-ce que tu décides de reformer et de replacer ces personnes-là dans d'autres endroits de l'entreprise? Et tout ça, ce ne sont pas du tout des questions techniques. Ce sont des questions qui sont éminemment politiques, éminemment idéologiques, qui n'ont rien à voir avec la tech. Et c'est pour ça, moi, je reviens beaucoup sur un truc que Yann Lequin avait dit quand ChatGPT est sorti. Alors, il a été un peu poussé à le dire, mais il disait, écoutez, ce truc-là, c'est très sexiste, ça a vraiment de la gueule, etc., c'est très bien marketé, c'est très bien vendu, mais ça n'a rien de révolutionnaire techniquement. Vraiment, ça fait des années. Et d'ailleurs, on l'a vu, tu vois, parce que donc, ChatGPT, c'est le 30 novembre 2022. Je pense que Google lance Bard. Alors, certes, ça fonctionne pas aussi bien que ça, mais dans les 6 mois, tu ne peux pas lancer un truc pareil dans les 6 mois si ça fait pas déjà des années que tu bosses dessus. Donc, effectivement, c'est juste qu'OpenAI, il a lancé en premier. Mais tu vois, depuis, ils l'ont tous fait. T'as Anthropic, t'as Meta a lancé son truc en open source, t'as Mistral AI qui a lancé son bazar, t'as Bard, t'as tout ce que, enfin, il y en a plein maintenant qui sont sur le marché. C'est pas possible s'il y avait que OpenAI qui arrivait dessus en mode personne. Donc, ça n'était pas révolutionnaire. En revanche, les questions qui vont se poser, là, en revanche, c'est vraiment des questions qui sont, pour moi, primordiales et qui m'intéressent beaucoup plus, du coup, en tant qu'éthicien de la tech, que de savoir un petit peu, je dirais, comment ça marche et est-ce que c'est plus ou moins puissant ou meilleur qu'un étudiant pour passer le barreau de New York. Est-ce que, entièrement d'accord, mais est-ce qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui voient dans l'IA la possibilité de diminuer les coûts? Et donc, ça veut dire, de réduire la workforce, ou de vendre beaucoup plus parce que tu peux faire du targeting beaucoup plus spécifique. Donc, les aspects éthiques, finalement, en tout cas sociaux, sont vraiment clairement diminués dans la façon dont on considère la technologie aujourd'hui. Et je pense que tu as un bon exemple. Tu fais partie de ceux qui, justement, qui se battent pour que ça n'arrive pas, ou en tout cas qu'il y ait un équilibre. Mais j'ai envie de dire, c'est mon opinion, mais il y a quand même 95% des sociétés ou des organisations, j'ai l'impression,
qui voient dans l'IA une manière de diminuer drastiquement les coûts et qui vont avoir un discours peut-être de dire oui, ben grâce à ça, on va libérer du temps aux gens et on va permettre de faire autre chose. Oui, mais dans les faits, est-ce que c'est pas de l'éthique washing, tu vois? Voilà, je pense beaucoup. Et comment est-ce qu'on combat en fait ça? C'est quoi les options ou c'est quoi les pistes à suivre pour qu'en fait ce genre de choses arrive moins ou en tout cas qu'on puisse les prendre en compte? Alors moi je suis moi je promeus vraiment beaucoup l'approche régulatoire. Parce qu'effectivement, il y a cette phrase en anglais qui dit "Don't hate the player, hate the game". Tu vois, qui parle, enfin c'est une métaphore sportive et qui dit voilà, si jamais il y a un joueur qui fait un truc que t'aimes pas trop mais qui respecte les règles, en vrai, il respecte les règles, donc faut pas le détester. Il est payé pour faire ça, tu vois. Et donc c'est un peu voilà, les grosses boîtes aujourd'hui, c'est ce qu'elles font. Elles réduisent les coûts. Don't hate the player, hate the game. Donc le game aujourd'hui, c'est de maximiser les profits pour reverser aux actionnaires. En gros, ça c'est le game capitalistique tel qu'il existe aujourd'hui. Donc moi, je suis pas un révolutionnaire. Tu vois, moi je crois pas au fait qu'on va renverser le capitalisme et que comme ça, etc., etc. C'est un projet qui n'est pas inintéressant, mais vraiment, bon, d'une part, je suis pas assez calé en économie pour répondre à ça. D'autant que t'es consultant dans un Big Four. Je suis consultant, donc pas dans un Big Four, mais ouais, je suis consultant au BCG, donc c'est clair. Moi, je crois aussi beaucoup dans la valeur créatrice de l'entreprise et dans l'innovation et le progrès que peut amener les entreprises. Néanmoins, pour moi, il faut cadrer. Et c'est marrant parce que, alors, il faut relire Adam Smith, mais Adam Smith lui-même, déjà, donc quand même, un mec qu'on pourra quand même pas accuser d'être marxiste, il disait déjà lui-même que il faut impérativement, cadrer et limiter les grandes organisations parce que, effectivement, elles pourraient vouloir juste s'enrichir sur le dos des gens. Donc, tu voudrais dire mettre un cadre légal en disant, typiquement, vous utilisez de l'IA, c'est très bien, mais la contrepartie, c'est que vous payez plus d'impôts ou que vous receviez moins de subsides. Ça pourrait être ça, mais ça pourrait être certaines grosses boîtes tech américaines souhaitent mettre en place, par exemple, le revenu universel. Donc... Oui, alors ça, c'est vraiment pas du tout mon domaine, donc je suis pas du tout à l'aise d'en parler assez bien parce que je risque de dire beaucoup de bêtises et je préfère pas. Mais en revanche, plutôt sur d'autres questions qui sont on utilise de la tech, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, typiquement, pour moi, je crois un peu en l'AI Act pour pouvoir faire ça, mais ça va être de pousser en tout cas d'autres jobs dans les entreprises. Donc, tu vois, il y a, des compliance officers un peu plus poussés, des éthiciens, pourquoi pas. Enfin voilà, toutes ces personnes qui vont être amenées à suivre ça et qui vont se dire, mais en fait, on peut pas faire ce qu'on veut avec l'IA. Il faut quand même un peu faire gaffe. C'est des autres jobs, mais le risque, c'est qu'ils soient pas staffés aux personnes justement qui vont. Bien sûr. Alors ça, effectivement, c'est dès que t'as une innovation, qu'est-ce qu'on fait ça? Tu vois, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes qui aujourd'hui font un boulot qui va pouvoir être tellement facilement remplacé qu'en fait, tu vois, j'avais fait une chronique là-dessus, c'est les allumeurs de réverbères, tu vois. Les allumeurs de réverbères, c'est un vrai métier. Aujourd'hui, ça n'existe plus et ça ferait rire n'importe qui, tu vois. Comme le maréchal Ferrand, le syndrome du maréchal Ferrand. Mais c'est ça. Demain, ça n'existe plus. Bon, c'est pas grave autant que tel. La question, c'est juste, qu'est-ce qu'on fait de ces allumeurs de réverbères? Ouais, tout à fait. Si on les licencie, manu militari mode, allez, ciao, demain, tu prends ton carton, t'es parti. Bon, ça, c'est un problème. Et de nouveau, c'est pas un problème technique. C'est un problème politique et idéologique. Si vraiment ces personnes-là, tu décides d'investir, d'échanger avec eux et avec elles pour dire, écoute, voilà, ta fonction, je suis désolé pour toi, mais quand t'as choisi une carrière il y a 10, 20, 30, 40 ans, en fait, tu pouvais pas savoir, mais la tech fait que aujourd'hui, ta carrière, elle est amenée à s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et une vraie discussion. Et une vraie discussion, ça veut aussi dire, ne pas forcer la personne. Ça veut pas lui dire, écoute, tu fais ça ou t'es viré. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà ce qu'on peut te proposer. Il y a tel plan de formation, il y a tel truc. Est-ce que c'est des choses qui sont évidentes? Non. Est-ce que c'est des choses qui sont chères? Oui. Mais pour revenir sur une éthique plus normative, moi, je pense que c'est the right thing to do. Je pense que c'est la bonne chose à faire quand tu mets en place des trucs comme ça. Et là, moi, j'ai une approche qui est très kantienne par rapport à ça. C'est la bonne façon de traiter les êtres humains conformément à la dignité que il ou elle porte. Et ça, moi, je pense que c'est capital. Et si on a laissé une trace, c'est celle-là. D'autant plus que c'est un mouvement qui ne va faire que s'accélérer. Je pense que on a déjà vu quelques exemples de métiers qui sont en difficulté de par le fait de l'arrivée de ChatGPT notamment ou d'autres technologies du même style. Mais c'est que le début en fait. Et donc c'est un problème qui doit être traité, je pense, à un niveau supérieur parce que. Alors moi, excuse-moi de te couper. Je pense que la question de la tech va suivre exactement la même question que, je dirais, les problématiques environnementales. Tu vois, donc il y a, mettons 20 ans, 30 ans, vraiment l'environnement, personne n'avait rien à carrer, c'était nulle part dans les médias, on n'en parlait pas du tout, etc., etc. Et puis les gens ont commencé à réaliser, donc le peuple a commencé la population a commencé à se rendre compte qu'il y a des trucs qui allaient pas.
Tu vois, des inondations, des incendies, enfin voilà, des choses graves et puis des études qui sont sorties, etc. Et vraiment des résistantes. C'est quand tu penses au rapport du Club de Rome. Voilà, c'est quand même 1972 qui déjà alertait sur le danger d'une croissance infinie dans un monde fini. Donc, bah, voilà, il y a des gens qui, depuis même 1970 et même il y a des exemples avant, qui disent attention, les questions environnementales, ce sont des vraies questions. Pendant très longtemps, personne ne les écoutait. Et puis, bah, petit à petit, les gens ont commencé à avoir un peu peur. Et quand les gens ont commencé à avoir peur, les gouvernements, en tout cas, on peut espérer dans les démocraties qui fonctionnent convenablement, ont commencé à se dire tiens, ça a l'air d'être un sujet qui compte pour nos citoyens, on va s'en emparer. Alors, est-ce que c'était par visée électoraliste ou est-ce que c'était parce que vraiment ça les importe? Peu importe, mais voilà. Et il y a commencé à y avoir des régulations, là. Et puis, next thing you know, t'as des Chief Sustainability Officers partout. Et en gros, parce que, pourquoi? Soit par les régulations, soit parce que les entreprises se sont rendues compte, soit parce que aussi, aujourd'hui, t'es une boîte qui respecte pas du tout ça. Il y a quand même des gens qui commencent à dire, voilà, moi, je veux plus acheter, j'en sais rien, moi, tel truc dans telle marque parce qu'ils respectent pas telle ou telle norme. Je pense que l'IA va suivre le même trajet. Pendant très longtemps, tout le monde s'en fout. Tout le monde dit c'est de la tech, c'est de la tech, c'est du progrès, c'est du progrès. Et puis il y avait une étude il y a un an et demi, où plus de 50% des Américains se considéraient plus inquiets que excités par l'IA. Et donc en moi tu dis même les Américains. Et donc tu te dis là il y a quelque chose à faire. Là il y a quelque chose à faire. On se rend compte que si les gens sont inquiets, il y a peut-être un sujet dont on doit s'emparer. Et effectivement, à côté de ça, qu'est-ce que t'as les AI Act, t'as les États-Unis qui convoquent quand même à la Maison Blanche, tous les grands patrons des big tech. Biden qui fait d'autres trucs. Il y a eu un truc en Angleterre aussi. Enfin voilà, on commence à se poser la question. Et ma théorie, c'est que d'ici 5 à 10 ans, tu vas avoir des Chief AI Ethics Officers un peu partout, comme tu auras les Chief Sustainability Officers. Aujourd'hui, je pense que les Chief Sustainability Officers, c'est beaucoup de greenwashing. Et je pense qu'on va dans une direction avec de moins en moins de greenwashing et de plus en plus de trucs tangibles. Et je pense que ce sera pareil pour l'IA. Pendant quelques années, tu auras des Chief AI Ethics Officers qui seront là juste en ethics washing. Puis après, je sais pas, voilà. Pour moi, c'est un trajet, les comparaisons sont intéressantes. Ils auront sans doute un rayon d'action plus facile à activer que tout ce qui est CSR, je pense. J'espère, on verra. On verra vraiment comment ça va se faire parce que voilà, c'est aussi très facile. Il y avait un article terrible dans le MIT Technology Review qui disait pourquoi est-ce que les éthiciens de la tech sont tous en burn-out. Et c'est terrible parce qu'effectivement, quand tu lis ça, et il parlait entre autres de deux femmes brillantes aux États-Unis qui faisaient partie de l'équipe de Google, qui se sont fait licencier, qui en ont bien bavé quand même. C'était un peu dur pour elles. Et vraiment parce qu'en fait, toute ta journée, tu passes ton temps à aller voir des ingénieurs qui sont passionnés par leur taf et tu leur expliques qu'en fait ce qu'ils font, ils devraient y aller un peu plus doucement. Tu vois, c'est comme t'expliques à quelqu'un qui fait de la F1 tout le temps que là, ce serait bien qu'en fait, il se limite à 100 km/h. Je pense que pour quelqu'un qui a envie de faire de la vitesse, je pense que c'est difficile. Et toute l'entreprise derrière te dit, il faut qu'on arrive là le plus vite possible, vraiment le plus vite possible. Mais si tu dis qu'il faut limiter à 100 km/h, d'accord. Mais toutes les 20 minutes, quelqu'un va t'envoyer un mail en disant, t'es sûr vraiment 100 km/h? On pourrait pas faire 120 ou 115 au moins? Et en fait, c'est un travail qui est... Et donc, c'est pour ça que moi, je dis beaucoup, c'est également un changement de stratégie, un changement de culture. Si jamais le boulot de AI Ethics Officer, c'est de t'en prendre plein les dents, H24, parce que t'essaies de pousser des équipes à faire la bonne chose à faire et à respecter certaines normes et un certain cadre philosophique, ça va être terrible si c'est de t'en prendre plein les dents. Après, si jamais ça s'accompagne bien, c'est chouette. Et moi, c'est quelque chose pour lequel je plaide et j'espère vraiment que ça verra le jour dans pas trop longtemps. Je trouverais ça super qu'il y ait 2 cours obligatoires partout dans toutes les études. Alors, dans le supérieur, mais même le secondaire, ce serait super. Mais voilà, c'est d'une part un cours, je dirais, de philo et d'éthique et voilà, ça doit pas être un énorme truc, mais juste quelque chose qui soit extrêmement général et qui puisse permettre à chacun d'avoir les outils nécessaires ou la base des outils nécessaires pour pouvoir réfléchir à certaines questions. Et à côté de ça, un cours de tech. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la tech est tellement omniprésente que pour une grande partie des métiers, quels qu'ils soient, ne pas comprendre comment ça marche, c'est terrible. Et l'exemple que je donne souvent, c'est l'avocat. L'avocat et les études de droit. Aujourd'hui, tu n'as pas de cours d'algorithmie. Pourtant, un des métiers qui est hyper impacté par la digitalisation et notamment par l'algorithmie, c'est bien le droit. Il y a des pays où des cas simples, des affaires simples sont traités par des IA et pas par des avocats et par des personnes. Et donc, si jamais ça, si
les pouvoirs publics peuvent pas s'en emparer, c'est certain que pour moi ça va être un problème. Et même tu vois, dans les grandes entreprises, si tout le monde a eu un peu un cours d'éthique, quand l'éthicien vient, bon, certes, il t'emmerde, mais au moins tu comprends pourquoi est-ce que il ou elle dit qu'il faut faire telle ou telle action. Donc voilà, moi je crois beaucoup dans cette approche qui se veut très pluridisciplinaire, mais si tout le monde pouvait avoir des bases, ce serait super. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ces intelligences artificielles qui prennent des décisions dans le cadre, par exemple, de la justice, hein, tu viens de le mentionner. Donc, ce qu'on appelle un peu dans l'AI Act de l'intelligence artificielle risquée, quoi. Est-ce que l'AI Act est le bon format pour réguler l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Alors vraiment, en une phrase, je dirais, je suis pas juriste, mais je trouve que c'est mieux que rien. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit oh il y a rien qui va, mais ça a le mérite d'exister. Et je pense que il va y avoir une version 1.0 et qu'elle sera pas terrible. Et j'espère que au fur et à mesure des années, on aura d'autres versions etc. et qu'à un moment on arrivera à une version 12.4 et qu'elle sera super. Et ce serait génial. Tu vois, et moi je prends souvent le GDPR comme exemple. Est-ce que le GDPR c'est bien? Sur plein de trucs, non. Néanmoins, il y a pas mal de pays, et je pense notamment au Brésil, au moment où le Brésil a dû mettre en place sa régulation où le Brésil a commencé à se dire il faudrait une régulation pour protéger les données privées, ils ont pris le GDPR et grosso modo, ils l'ont copy-paste. Je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est extrêmement fort d'être capable de faire ça. Et moi je dis souvent, les citoyens du monde entier, donc du Brésil, mais aussi des États-Unis, la Chine vit un peu en vase clos, donc c'est un peu particulier, mais d'Australie, ne se rendent pas compte ce que ils et elles doivent à l'Union européenne et au fait qu'il y a pas mal de processus qui sont mis en place. Et comme c'est extrêmement compliqué pour des grosses boîtes d'avoir plein de process différents selon les pays, en fait, généralement, tu t'adaptes sur la régulation la plus dure. Et donc, en fait, il y a plein de gens dans pas mal de pays qui bénéficient aujourd'hui du GDPR, demain du DSA et du DMA, après-demain peut-être de l'AI Act. Et je pense que c'est très bien. Et donc vraiment, je pense que l'approche par les risques, elle est très intéressante. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en sachant que voilà, moi je suis pas juriste non plus, mais je suis curieux de ce que ça va donner. Je suis curieux de comment est-ce que ça va évoluer et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet à l'UE de tacler plus ou moins convenablement la question de non mais la régulation pourra jamais aller au même vite que la technique. Elle pourra jamais aller au même rythme. Bon pourquoi pas, essayons avec une nouvelle approche. Et cette approche par les risques, je la trouve pas inintéressante en tout cas pour commencer. Et alors, j'ai une question sur l'intelligence artificielle responsable. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle donc responsable? Comment est-ce que toi tu la définis? Est-ce qu'il y a une définition de ça? Est-ce que c'est le fait d'intégrer ces aspects sociaux, comme tu l'as mentionné, et ces aspects éthiques? Non. Je pense qu'il y a plein de définitions possibles. Tu sais, entre c'est quoi l'IA éthique, l'IA digne de confiance, l'IA responsable, oui, etc. C'est quoi les différences entre tout ça? Je pense que vraiment, il y a des gens qui vont dire qu'il y en a pas. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire qu'il y en a, et en fait, ces gens-là auront pas toutes et tous la même. Donc, je pense que ça dépend. Moi, je prends un peu comme exemple souvent. Nous, chez BCG, quand on parle d'IA responsable, moi, je le mets souvent dans un cadre professionnel. Et donc, on définit l'IA responsable comme une IA qui s'aligne avec les valeurs de l'entreprise et qui prend en compte les standards de ce qui est bien et mal ce qui est généralement accepté et qui en même temps permet de délivrer de la valeur dans l'entreprise. Donc t'as un peu les trois trucs, t'as 1, les valeurs dans l'entreprise, 2, les grands standards du bien et du mal dans le monde, 3, tu délivres de la valeur pour l'entreprise. Je trouve que c'est pas inintéressant. Et donc, notamment, avec ça, tu dois faire attention à quoi? Aux hallucinations, tout ce qui est data leaks, tout ce qui va être les biais, tout ce qui va être ce qu'on appelle tu vois, les problématiques de copyright et des droits d'auteur. Quelles données est-ce que tu as le droit d'utiliser ou de pas utiliser? Toutes les questions environnementales, tout ce qu'on appelle le shadow AI. C'est les gens qui utilisent des outils d'IA alors qu'en fait, ça n'a pas du tout été accepté par l'organisation elle-même et surtout par les départements cyber. Généralement, c'est eux qui râlent. Voilà. Donc, tout ça, ça rentre un peu là-dedans. Pour moi, IA responsable, IA éthique, IA digne de confiance, chou vert vers chou. J'utilise moi IA responsable quand je parle d'IA en entreprise. Comme ça, vraiment, je mets le point sur. Voilà, c'est très très clair. L'IA doit être. Mais voilà, pour moi, éthique de l'IA, c'est le grand truc un peu au-dessus.
Puis en dessous, il y a trustworthy ou responsible. Pour moi, c'est pareil. Ok. Je ne fais pas de différence. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ça et dire, mais il dit n'importe quoi. Moi, il y a une énorme différence. Et je suis très heureux d'en parler avec vous, mais. Ça va. Parce que moi aussi, pour moi, il n'y avait pas je ne comprenais pas bien de différence non plus. En fait, je voulais être rassuré par cette question. Merci. Si elle est responsable, tu peux espérer qu'elle est digne de confiance. Si elle est digne de confiance, tu peux espérer qu'elle est éthique. Si elle est éthique, tu peux espérer qu'elle est responsable. Donc voilà, tout ça ensemble. Alors, allez, j'ai encore une ou deux petites questions sur le sujet. Ça va parce que c'est quand même une question importante, notamment des voitures autonomes, etc. Comment est-ce que toi, aborderais-tu les questions de responsabilité et de responsabilisation dans des actions des systèmes intelligents? Parce que j'ai eu cette discussion-là avec l'ex-VP, je crois, de chez Apple. Et honnêtement, il disait, je ne sais pas. C'est quoi ta réponse, toi? Donc toi, tu me demandes de répondre à un truc auquel l'ex-VP de Apple dit, je ne sais pas. Super. Si Apple cherche, vous aurez mes coordonnées. Donc, alors déjà, en fait, le premier truc que je ferai en tout cas, c'est de revenir sur les mots. Tu as parlé de voiture autonome. C'est les philosophes, ils aiment bien les mots, etc., etc. Pour moi, c'est pas une voiture autonome. Je pense que le terme autonome, il est très mal utilisé. Autonome, ça veut dire qu'il est capable de décider par lui-même. Et donc, c'est pas le cas. Il y a aucune autonomie dans une voiture. Tout est codé. Donc moi, je préfère parler de voitures automatiques. Moi, elles se conduisent toutes seules, mais de là à dire qu'elles sont autonomes et qu'elles prennent des décisions par elles-mêmes, je pense que ça, c'est pas exact. Ça, c'est une première chose. Après, la responsabilité, et ça, c'est très compliqué. C'est est-ce qu'elle revient au conducteur ou au concepteur de la machine? Je discutais avec un copain qui disait que c'est les compagnies d'assurance qui vont trancher ce débat selon comment est-ce que elles accepteront d'assurer telle ou telle personne. Je trouvais que c'était assez intéressant comme vision de voir les choses et en vrai c'est pragmatique. C'est assez pragmatique et finalement c'est moi en tout cas je le remettrais beaucoup au concepteur. C'est si jamais en tant que concepteur tu dis c'est une voiture automatique, vous pouvez vous asseoir dedans et ne rien regarder et vous arrivez au bon endroit, bon bah dans ce cas-là, si jamais il arrive quelque chose, ce n'est pas la faute du conducteur parce qu'en fait le conducteur n'est pas conducteur, il n'est que passager. Si en revanche, tu dis, vous êtes conducteur, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes toujours censé être responsable de votre véhicule. Et à partir de ce moment-là, voilà. Mais donc, ça va un peu dépendre de ce qu'on vend. Si on vend une voiture automatique, bon, bah, si jamais il y a quelque chose qui va pas, c'est parce qu'en fait, ce que t'as vendu, c'est pas ce que t'as vendu. C'est pas une vraie voiture automatique. Si en revanche, tu dis, c'est une voiture qui se conduit très, 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 très bien, sous la supervision extrêmement légère d'un être humain, bon, bah, dans ce cas-là, en revanche, c'est toujours la responsabilité de l'humain. Mais si tu vas un peu plus loin, tu te dis, imaginons que tu es une voiture autonome, donc qui se conduit toute seule. Ça, par contre, c'est pas possible. Automatique alors? Ah, ça c'est possible. Donc c'est bien celle où il n'y a pas le conducteur. Voilà, il n'y a pas de conducteur et qui se conduit automatiquement. Tu fais un accident, toi tu es assis comme passager. On va quand même toujours critiquer le fait que la machine a fait un accident. Elle serait toujours considérée comme étant plus grave qu'un... Comment expliquer ça? Tu as deux voitures. Tu en as une qui est automatique, tu en as une qui est classique, on va dire. Le fait que la voiture automatique fasse un accident va toujours être considéré comme étant plus grave que la machine, la voiture normale qui est conduite par un humain. Même si l'humain fait plus d'accidents, le fait que la machine, elle, ait fait un accident, ce sera toujours considéré comme beaucoup plus grave. Oui, parce que c'est contraire à tu vois, tout le monde te dit l'erreur est humaine. Et donc, un humain qui fait un accident, même très grave. Voilà. Alors, on part du principe que c'est un accident où il n'est pas complètement en faute, ou vraiment, voilà, quelqu'un s'est jeté sur ses roues. Tu vois, je parle pas de quelqu'un qui a bu et qui a fait une connerie. Mais vraiment, voilà. On va dire, ah bah, écoute, l'erreur est humaine, malheureusement, il pouvait pas tout anticiper, etc. En revanche, dans la technique, à partir du moment où tu te délaisses, en tant qu'être humain, tu te délaisses d'une partie de ton pouvoir de détermination, de ton pouvoir de décision, c'est dur, tu vois, c'est quand même, en tout cas, moi, je considère que métaphysiquement, ce qui nous définit, c'est entre autres notre capacité d'autodétermination. Je trouve que c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. C'était ce en quoi, d'ailleurs, un des trucs, en tout cas, auquel je crois le plus. Mais donc, délaisser ça à une machine, t'as intérêt à ce qu'effectivement, la machine, elle soit, picobello. Donc, si à ce moment-là, elle se plante, elle t'a failli. Et pour moi, c'est un peu le même truc que,
Ouais, tu vois, genre, mais effectivement, enfin, oui, j'allais prendre d'autres exemples techniques, mais donc ça revient au même. C'est quand la technique rate, c'est dur parce que tu mets ta confiance là-dedans. Après, je dis pas que c'est rationnel comme pensée, hein. Je dis que, mais c'est vrai qu'on ne dit jamais l'erreur est machine. Tu vois, l'erreur est humaine, c'est connu. L'erreur est machine, on ne dit pas. Au contraire, justement. Et c'est d'ailleurs, c'est pas ce qu'on te vend. Et donc, tu te sens floué si jamais c'est ça. Et donc, je pense que c'est pour ça, en tout cas, qu'on considère que c'est plus grave. En tout cas, qu'on pardonne moins à la machine qu'à l'humain. Oui, du coup, tu vois, si tu reviens aux assurances, tu pourrais te dire, ok, peut-être que ce sera l'effet inverse, que si t'as une machine ou une voiture automatique, oui, mais l'assurance sera peut-être plus encline à se dire, bon, bah, la prime, elle va être plus petite parce que je fais finalement plus confiance à la machine qu'à un humain, même si, enfin, tu vois. Et pour moi, ça va dépendre de ce que la machine est capable de produire. Alors là, par contre, je fais assez confiance de façon peut-être presque un peu cynique aux compagnies d'assurance pour vraiment regarder ça de façon extrêmement rationnelle et mathématique. Ouais, c'est clair. Et d'un certain côté, c'est peut-être ce dont on a besoin, tu vois, d'une approche qui ne soit pas émotionnelle. Et donc vraiment de regarder ça et de dire, voilà, statistiquement, on aura moins d'accidents s'il y a ça. Après, un des trucs qui, pour vraiment sur le débat très spécifique des voitures automatiques, c'est que on le sait, les voitures automatiques seraient bien meilleures s'il n'y avait que des voitures automatiques. Et là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, elles doivent faire face à des voitures qui ne sont pas automatiques et donc qui sont complètement imprévisibles. Alors que si tu avais que des voitures qui étaient toutes connectées entre elles, ça marcherait beaucoup mieux. Après, voilà, moi, je considère, et tu vois, le fait que Apple vienne de décider que finalement, ils jetaient l'éponge sur la voiture automatique, il y a une partie de moi qui dit, voilà, ça aujourd'hui, c'est encore proprement humain. Tu vois, ce fait qu'il y ait tellement de paramètres à prendre en compte, c'est terriblement humain. Ça, plus le fait, je sais pas si vous avez vu des images, je trouve ça très très marrant. À San Francisco, il y a des gens qui ont tellement, entre guillemets, peur que la tech, entre guillemets, les remplace, etc., qu'ils bloquent. C'est très facile, en fait, de bloquer une voiture automatique. Et donc, en fait, tu vois, genre, ils mettent des cônes à certains endroits, tac, tac, et puis la voiture est immobilisée. Tu vois? Donc, voilà, c'est aussi, mais ça montre que ça va en fait à contresens de la doxa un peu que les gens de la tech nous nourrissent de mais oui, tout le monde va bénéficier de plus de tech, tout le monde en veut ça. Non, tout le monde ne veut pas plus de tech. Il y a plein de gens qui seraient pas contre d'avoir moins de tech. Et il y avait une étude là-dessus, je pense, alors je suis peut-être un tout petit peu déformé, je suis désolé, mais qui était sortie sur TikTok sur en gros, on disait aux gens bon bah combien est-ce que il faudrait vous payer pour que vous acceptiez de plus être sur TikTok alors que tous vos potes y sont, donc c'était une somme non négligeable. Et puis ensuite c'était OK, mais combien est-ce qu'il faudrait vous payer pour que vous acceptiez que vraiment TikTok soit supprimé pour tout le monde. Et en fait là, c'était l'effet inverse. Les gens étaient prêts à payer pour que en fait TikTok soit supprimé chez tout le monde. Mais ce qui était dur, c'est que en fait, bah voilà, les gens se rendent bien compte que ce qui est dur, c'est quand t'es le seul qui est pas dessus alors que tout le monde est dessus. Mais il y a des gens qui se rendent bien compte que c'est pas forcément très positif. Ils seraient d'accord de payer pour que en fait le truc disparaisse. Donc voilà, moi je prône un peu parfois à certains moments de se rendre compte que non, plus de tech, c'est pas toujours idéal. Parfois oui. Et je trouve ça génial. Et peut-être pour conclure là-dessus, j'avais promis une réponse courte à Léa, je suis désolé. Mais tu vois, c'est dans la médecine. Moi, je pense que plus de tech, c'est génial. Tu vois, je pense que c'est super, notamment sur la détection de cancer. On le sait, les machines sont bien meilleures aujourd'hui que certains radiologues. Et je trouve que c'est génial. En revanche, tu vois, demain, si j'ai un cancer, je te garantis que j'aimerais bien que ce soit pas une machine qui me l'annonce. Et donc, il y a des choses qui sont ontologiquement en dehors du cadre de la machine. Et c'est pas grave. C'est même super. Et il y a des choses, en revanche, où vraiment la machine est meilleure que nous, mais depuis tellement longtemps. Et on n'a pas attendu l'IA. Je veux dire, tu vois, une voiture, ça ira depuis quelques années, même pas mal d'années, ça va plus vite qu'un être humain. Et c'est pas grave. C'est juste, ça va plus vite qu'un être humain. Le fait qu'on crée de la machine pour nous remplacer sur certaines tâches, c'est pas nouveau. C'est pour ça qu'on crée de la machine. Le premier mec qui a accroché, je sais pas, son truc à labourer derrière un cheval ou derrière un bœuf plutôt que de le tirer lui-même, c'est exactement ça qu'il a fait. C'est se dire, comment est-ce que je pourrais faire moins d'efforts? Ça, c'est génial. Moi, je trouve ça super. C'est vraiment de l'innovation. Et dans ce cas-là, c'est de l'innovation et du progrès. En fait, de toute l'histoire de la tech, c'est à peu près la même chose. Seulement, je considère que depuis quelques années, et on pourrait mettre ça à peu près au niveau de la révolution industrielle, donc fin du 19e, on considère que innovation, enfin moi en tout cas, je vois, je dirais, une sorte de découplage entre l'innovation et le progrès. Et à partir de ce moment-là, t'as des trucs où on innove beaucoup. Je suis pas certain que ce soit toujours pour une sorte de progrès social at large. Et alors, est-ce que tu vois des limites éthiques donc justement, hein, tu parlais d'innovation, là, cette
ce découplage entre innovation et progrès. Est-ce que tu vois vraiment des limites éthiques dans l'intelligence artificielle et tu dis non, là vraiment, c'est déconné. Genre par exemple peut-être la puce dans le cerveau ou alors l'intelligence artificielle en Chine. Moi j'ai connu des gens qui ont vécu le Covid en Chine et où ils avaient des drones qui passaient devant les fenêtres de leur building et qui les scannaient. Hein. Est-ce que ça c'est une limite ou est-ce que en fonction de leurs normes à eux est-ce que c'est acceptable? Alors, sont probablement très culturels aussi. Très culturels, tout à fait. Il y a une très chouette étude d'ailleurs là-dessus qui s'appelle The Moral Machine Experiment. Si jamais ça vous intéresse, c'est hyper intéressant. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des limites éthiques propres à l'intelligence artificielle? Je dirais non. Après, ça demanderait une grosse réponse, mais vraiment pour la faire très courte, non. En revanche, tu vois, ce dont tu me parles, pour moi, c'est pas des questions techniques, ça reste des questions politiques. La surveillance de masse, je pense que c'est not OK, mais que ce soit de l'IA ou que ce soit autre chose. Okay. Tu vois, je veux dire, si demain, mettons, la Chine met en place 2 millions d'agents dans les rues de Pékin pour observer toutes les autres personnes, ce serait une sorte de surveillance de masse. Ouais. Je trouve que c'est tout aussi dommageable pour les droits fondamentaux des Chinois que d'avoir ce truc de crédit social. Donc de nouveau, pour moi, c'est pas une question technique. C'est juste que la technologie permet aujourd'hui de faire des trucs auxquels en fait on ne pensait pas et qui aggravent. Il y a une sorte d'accélération. Tiens, et parfois, à cause de cette accélération, ça te permet aussi de changer même de nature. Tu vois, le fait que tu puisses avoir certains policiers à certains endroits dans Bruxelles, bon bah c'est une chose. Effectivement, si demain t'as 2 millions de policiers qui regardent tout le monde tout le temps, c'est pas la même chose. Tu vois, donc le changement d'échelle, qui n'est faisable qu'avec la technique, amène un léger changement de nature. Mais la question elle-même reste la même. Et ça, pour moi, je pense pas que ce soit directement propre à l'IA parce que ça n'en ferait que des questions technologiques. Okay. Comme je te disais plus tôt, je pense que c'est pas le cas. Merci. Alors, cet épisode a été enregistré pendant une semaine importante pour toi, hein, le lancement de ton nouveau livre. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Tout à fait. Alors, je sors donc le 20 mars 2024 sort donc le livre Bonjour ChatGPT, qui est un livre qui fait suite à un article que j'avais écrit dans la Libre Belgique qui disait faut-il dire bonjour à ChatGPT? C'est une question parce que j'ai réalisé que beaucoup de gens, quand ils tapaient des trucs dans ChatGPT, et y compris moi-même, commençaient par bonjour. Est-ce que tu fais ça, toi, Benoît? Je l'ai fait au début. Et maintenant, je me force à me dire, c'était qu'une machine, donc j'ai un langage beaucoup plus franc et direct. Mais c'est vrai qu'au début, je pense comme beaucoup de gens. Eh ben moi non. Ouais, tu vois, moi je mets des please, je mets des thank you, etc., et je me rends compte que ça n'a aucun sens. Parce que je ne dis pas bonjour à ma machine à café, tu vois. Ce matin, j'ai pas dit bonjour à ma machine à café, etc., donc ça n'a aucune logique. Et pourtant, donc j'ai vraiment voulu creuser ces questions-là, et donc, comme pour tous mes écrits, je pense, et comme mon livre précédent aussi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire appel. Donc, il y a des neurosciences, il y a de l'anthropologie, il y a de la sociologie, il y a de la psy, il y a un petit peu de droit, il y a de l'économie aussi. Alors, heureusement, il y a quand même un petit peu de philo. Mais voilà, l'idée, c'était d'essayer de creuser cette question-là et de dire de nouveau, qu'est-ce que ce rapport à la machine dit de nous, de notre rapport à nous-mêmes et notre rapport à autrui. Un grand merci, Louis. Merci à vous, en tout cas, merci pour l'invitation. Tout grand merci, c'était un très bon épisode, je pense, super intéressant. Très intéressant. Et hâte de lire ton livre, qui sera, j'imagine, disponible dans toutes les librairies. Il sera disponible dans toutes les librairies, ça sort aux éditions Mardaga, il est déjà précommandable sur le site. Top. Et si même vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je parlerai beaucoup de mon livre dans les semaines à venir. On n'en doute pas. Un tout grand merci. Magnifique, merci Louis. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez laisser une évaluation, 5 étoiles, dans votre application de podcast préférée. Ça nous aide vraiment à grandir. Vous avez un projet en IA, des idées que vous souhaitez discuter? Notre société, Delaware, peut vous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur portraitIA@delaware.pro, portrait au pluriel, ou sur les réseaux sociaux. C'était Léla Rebout et Benoît Lofay, et on vous dit à très vite.